Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel et je devrais dire même la 10e saison des Sentiers du Réel. Et oui, on va bientôt fêter en 2025 les 10 ans de la chaîne, le temps passe vite. Là, on vient de fêter entre guillemets les 9 ans et l'année prochaine, donc les 10 ans des Sentiers du Réel. Alors pour les personnes qui suivent la chaîne depuis un petit temps, je pense que mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez et ceux qui ont découvert la chaîne récemment, ben, vous le connaissez également puisqu'il est d'ailleurs venu quelques fois, à quelques reprises. Il est donc maintenant habitué à la chaîne des Sentiers du Réel. C'est mon ami Paul Ponceau qui va aujourd'hui nous présenter les Men in Black. Alors, on va peut-être pas parler de ceux-là, parce que ceux-là, c'est des usurpateurs. On va peut-être y revenir dans l'émission. Mais donc voilà, Paul va nous présenter aujourd'hui eh bien, les Men in Black. C'est un sujet que je n'ai jamais traité sur la chaîne, ou alors entre parenthèses rapidement. Mais voilà, là, on va un petit peu aller un petit peu plus dans le fond, dans les détails. Et voilà, on va un petit peu parcourir cette thématique qui est quand même, encore une fois, connu et méconnu à la fois. Bonjour Paul, comment tu vas? Bonjour Alexis, bah écoute, ça va pas trop mal, chaudement. Pour une fois, on a du beau temps et de la chaleur, donc tant mieux, c'est l'été et c'est normal. Voilà, on tourne ici, pour préciser, au mois d'août, hein. Bien sûr, si en septembre il fait dégueulasse, ne vous demandez pas dans quel pays est-ce qu'on est. On est bel et bien en France et en Belgique, mais là on tourne effectivement au mois d'août et eh bien là, il fait bon. Voilà, il y a une belle période pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Ben, on le verra. Vous le saurez de toute façon déjà. Et on le saura d'ailleurs à la sortie de cette vidéo. Donc, cher Paul, tu vas nous parler effectivement, comme je le disais en introduction, des Men in Black. Alors, comme je disais, c'est pas ceux-là que tu vas parler, hein, je pense. Non, pas du tout. Ouais. Ça, c'est à la fois une programmation prédictive, un film un petit peu con aussi, et à la fois une programmation prédictive. Les vrais Men in Black, c'est quelque chose de multifactoriel. Il y a plusieurs types de Men in Black. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est lié à la présence non humaine, qui est lié aussi à des réseaux de type Gladio et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va très très loin. Donc, ben, on pourrait commencer par ben, parler des Men in Black au niveau des cinq sens. Oui, oui, très très bien. Et juste avant que tu ne commences, très 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 important ce que tu vas nous raconter là. Les Men in Black, d'après nombreux témoignages qui, dans l'ufologie, ont quand même surgi, hein, même si encore une fois, c'est un peu tabou, je pense, ce sujet-là aussi, et ressemblerait plutôt à ceci, hein, voilà, c'est plutôt des gens qui ont vraiment pas du tout envie de vous serrer la pince. Sont des êtres très froids, des nuées d'âme, dit-on, et puis surtout qui ont vraiment, voilà, vraiment pas une bonne intention. D'ailleurs, très très souvent, Paul va nous en parler. Vous ne pouvez d'ailleurs rien faire contre eux, même pas les prendre en photo. Enfin bref, voilà. Donc, mon cher Paul, je te laisse parler. Eh ben, écoute, Alexis, les Men in Black, donc il y a les Men in Black liés aux entités dont on va parler en deuxième partie, et les Men in Black qui sont bien humains. Et la première société secrète, disons, qui pourrait être qualifiée de Men in Black, c'est les Jésuites. Parce que les Jésuites, justement, c'est une société secrète extrêmement puissante. Donc, c'est une société secrète très hiérarchisée. Et bon, la base de la hiérarchie jésuite, c'est le curé de campagne, le prêtre jésuite et tout ça. C'est des gens qui sont très souvent de bien, qui vont faire du bien dans leur paroisse, dans leurs trucs comme ça, même s'ils ne savent pas dans quoi ils sont pris. Mais le sommet de la hiérarchie jésuite, c'est vraiment autre chose. C'est lié au réseau luciférien, c'est lié à l'inversion des valeurs du reste du catholicisme, du christianisme. Le sommet du sommet des jésuites, ça fusionne avec les réseaux sataniques. Il y a un auteur, William Kennedy, qui a parlé justement du lien entre le sommet de l'Église catholique et le satanisme. Donc, bien évidemment, on ne parle pas des catholiques, on ne parle pas des prêtres, du curé de campagne et tout, on parle du sommet. Et les jésuites, juste en dessous du sommet, c'est un niveau luciférien, parce que le satanisme fait le mal. Pour faire le mal, le luciférianisme inverse les valeurs. Et Ignace de Loyola, c'était quelqu'un qui canalisait justement des entités non humaines qui le manipulaient, qui se faisaient passer
des anges, finalement des anges, des personnages religieux et tout ça. Et ils lui ont inspiré une doctrine qui disait que pour transcender le bien et le mal, il fallait faire un maximum de mal. Donc c'est très très pervers comme doctrine. On retrouve ça dans les loges bouddhiques noires, on retrouve ça dans le nazisme, on retrouve ça dans le franquisme, sabbatéanisme et tout ça, on retrouve ça un petit peu partout, cette espèce d'inversion. C'est du luciférianisme. Il faut dire les choses qu'on retrouve d'ailleurs au sommet du New Age. Et c'est tenu tout ça par les réseaux sataniques qui, eux, font le mal pour faire le mal. Enfin, où commence l'un, où s'arrête l'autre, c'est très difficile à dire. Toujours est-il que les Jésuites, c'est une société secrète, méconnue et extrêmement puissante, qui joue un rôle dans le New Age, avec Teilhard de Chardin, par exemple, qui joue aussi un rôle dans, même un rôle dans le cirque de la politique américaine. Ça, c'est évident. Même dans la politique française, c'est un petit peu plus discret, mais ça joue un rôle aussi, un petit peu partout. Et justement, pourquoi on disait ça? Parce que dans le domaine OVNI, les jésuites jouent un rôle extrêmement important. Par exemple, le Vatican donc joue un rôle très important dans cette espèce de révélation programmée liée au projet Bluebeam, liée aux faux sauveurs externes et tout ça. Donc, c'est tout lié à cette fausse révélation américaine pour mettre les gens à la fois dans la peur, à la fois dans le programme du faux sauveur externe. Et beaucoup de missions qui sont menées pour observer les ovnis, pour suivre les ovnis par du reste le complexe militaro-industriel, sont commanditées par des jésuites. C'est c'est plusieurs personnes qui l'ont dit donc à des conférences organisées par Greer. Et le paradoxe de tout ça, c'est que Greer lui-même est un pantin. Et il n'empêche, il y a des bons témoignages qui peuvent sortir. Et il y avait quelqu'un qui disait que toutes les missions de surveillance des ovnis ou toutes les missions liées aux ovnis étaient commanditées par des prêtres jésuites. Et les prêtres jésuites portent la soutane noire, d'où l'allusion au Men in Black, cette proximité des jésuites avec les ovnis. Bon, le Men in Black plus stéréotypique, c'est le Men in Black en costume, cravate. C'est le Men in Black, c'est les Men in Black un petit peu comme on les voit là. Donc, ces Men in Black viendraient de l'Ordre Noir. Alors, l'Ordre Noir, j'ai parlé de ça avec un journaliste spécialiste de Rennes-le-Château, dont je tairai le nom, mais qui travaille sur Rennes-le-Château, qui a donné des conférences sur le sujet, qui n'est absolument pas connu, mais qui est vraiment un génie en ce qui concerne Rennes-le-Château. D'ailleurs, quand j'avais donné une conférence à Rennes-le-Château en 2016, j'avais longuement parlé avec lui et tout ça, et c'est quelqu'un qui ne fait pas de mine, mais qui est un puits de connaissances sur tout ça. Et lui m'a expliqué qu'il y avait un ordre noir qui existe depuis l'époque babylonienne, qui serait d'ailleurs à l'origine de toute l'Allemagne hitlérienne, des sociétés secrètes derrière l'Allemagne hitlérienne. Et cet ordre noir est là pour, euh, est là pour inverser les choses. Cet ordre noir, selon ce journaliste, serait derrière la crucifixion du Christ et ensuite aurait fait porter le chapeau de manière très injuste à certaines populations et tout ça pour créer de la haine et tout ça. Cet ordre noir ensuite s'est retrouvé derrière plusieurs événements, dont la montée dans tout ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20, dans les années 30 et 40. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et ce journaliste expliquait que cet ordre noir était derrière une partie du secret lié aux ovnis.
Donc j'ai fait le rapprochement avec le témoignage d'une autre personne. Cette autre personne était un magnétiseur et ce magnétiseur donnait une émission il y a 30 ou 40 ans, dans les années 80, sur le magnétisme à une chaîne de radio. Euh, au milieu de l'émission, c'était l'époque où les gens appelaient par téléphone pour poser leurs questions et tout ça. Je sais pas si tu te rappelles de ça dans les années 80 et 90, quand il y avait des émissions en direct à la radio, on pouvait appeler pour poser des questions et tout ça. Maintenant, ça se fait tout par Internet C'est ça. et par texto, bien évidemment, mais à l'époque, c'était comme ça. Et c'était une émission sur le magnétisme et il y a un auditeur qui appelle et qui dit à ce magnétiseur, euh, Voi- voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez des ovnis. Le magnétiseur lui dit, ce n'est pas une émission sur les ovnis, c'est une émission sur, c'est une émission sur le magnétisme. Donc ensuite, le même auditeur rappelle et lui repose des questions sur les ovnis. Donc le magnétiseur se met en colère. Euh, il lui dit, euh, il lui dit non, non, c'est une émission sur le magnétisme. Donc de fil en aiguille, l'émission se termine et ensuite, du personnel de la radio commence à engueuler le magnétiseur en lui disant pourquoi tu n'as pas répondu à cette personne sur les ovnis et tout ça. Le magnétiseur dit parce que ce n'était pas le sujet. Ce magnétiseur, à côté, avait un travail dans une banque. Et quelque temps plus tard, il voit une des personnes qu'il avait agressé plus ou moins à la fin de l'émission, agressé verbalement, venir à la banque avec une valise d'argent. Donc, il trouve ça extrêmement bizarre et tout. Et voilà, il ne dit rien. Et ensuite, de fil en aiguille, il- ses recherches, parce qu'il faut préciser que ce journaliste avait eu des contacts avec des entités non humaines. Sa femme aussi avait eu des contacts avec des entités non humaines. Donc c'était quelqu'un qui était ce qu'on peut appeler un contacté, sa femme aussi. De fil en aiguille, ce journaliste, pour des raisons indépendantes, fait des recherches sur les ovnis et il tombe sur quelqu'un qui lui parle de l'ordre noir. Et il lui disait que cet ordre noir, c'était une société secrète qui était basée à New York et que cette société secrète était chargée d'éliminer les personnes qui s'intéressaient trop aux ovnis. Et le magnétiseur en a conclu que cette radio était infiltrée d'une manière ou d'une autre par cet ordre noir. Et pourquoi ils amenaient des valises de billets? Parce que l'ordre noir, c'est comme un espèce de réseau gladio qui fait les basses œuvres, des entités. Et donc, en fait, ordre noir et réseau gladio sont liés. Donc, je pense que l'ordre noir dont parlait ce magnétiseur, c'est le même ordre noir dont parlait ce journaliste. Et cet ordre noir est très lié à maintenir le secret, non seulement sur les ovnis, mais sur la nature de la réalité. Ensuite, bien évidemment, ça fusionne avec le réseau Gladio, ça fusionne avec diverses sociétés secrètes, parce que c'est tout un réseau, c'est toute la même société secrète, mais tout cela pour dire que certains Men in Black sont ce qu'on peut appeler des membres de l'Ordre Noir ou des membres du réseau Gladio, qui est ces réseaux ne veulent pas que l'information se sache, ou plus exactement, ils veulent que l'information se sache,
mais comme en témoigne la révélation contrôlée, mais dans leurs termes. Et surtout, ils veulent que l'information soit détournée. Par exemple, ils veulent pousser la notion d'extraterrestres ou comme des envahisseurs ou comme des faux sauveurs externes, les deux extrêmes leur vont. Or, l'invasion est faite depuis longtemps. Il n'y a même pas d'invasion à avoir puisqu'on est dans le monde des entités non humaines et il n'y a pas de sauveur à attendre de tout ça. Mais ces sociétés secrètes tenues par ces entités veulent ou nier complètement les choses. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent à ces réalité parce qu'il y a eu des portes dimensionnelles qui ont été ouvertes, parce qu'aussi il y a de plus en plus d'ovnis qui sont vus pour diverses raisons que j'ai expliquées dans d'autres vidéos que j'ai fait avec toi, dans d'autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Ils veulent manipuler cette information, mais dans leur sens et présenter les ovnis comme comme des envahisseurs, les extraterrestres comme des envahisseurs ou comme des faux sauveurs externes, alors que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sinistre. On est déjà chez eux et il n'y a pas de sauveur à attendre des extraterrestres. Et puis après, euh, et c'est paradoxal, ça joue sur tous les plans, toutes ces sociétés secrètes veulent aussi que les gens se focalisent sur les ovnis, mais ne veulent pas que les gens euh, se focalisent sur l'essentiel qui sont les contacts et les abductions qui sont liées à ces présences d'entités non humaines. D'où cette espèce de harcèlement de personnes qui sont témoins d'ovnis et qui sont témoins de phénomènes paranormaux. Par exemple, beaucoup de groupements ufologiques sont infiltrés par les services de renseignement. C'est le cas du MUFON aux États-Unis, c'était le cas du NICAP. Il y a une enquête très très bien qui a été faite par Richard Dolan, un journaliste et historien américain, et il montre comment le NICAP, un des premiers organismes de recherche américains, était infiltré par le FBI et par le programme COINTELPRO pour en gros pour récupérer les gens et les mettre dans des cages de l'opposition contrôlée. Autrement dit, le COINTELPRO, qu'on retrouve un petit peu partout, ça consistait à infiltrer, par exemple, des groupes de recherche d'OVNI, à les noyauter et ensuite détourner ces groupes de recherche vers certaines théories, les détourner vers certaines choses. Par exemple, le NICAP, dès que les gens commençaient à aborder les contacts, ils étaient virés du NICAP. Le MUFON, dès que les gens commencent à aborder la présence reptilienne, qui est une réalité, la présence d'entités parmi nous, les gens sont ou exclus ou mis de côté. Maintenant, c'est toute la révélation officielle et tout ça, révélation officielle qui est du reste liée au service de renseignement américain. Luis Elizondo, par exemple, c'était un agent de la CIA impliqué dans la guerre psychologique, autrement dit dans la torture. Et la guerre psychologique, c'est ce qui se passe, c'est la désinformation. C'est lié à la lignée Mellon. D'ailleurs, il y a des membres de la famille Mellon contre, qui ont témoigné contre l'emprise de ces lignées satanique sur cette révélation. Il y a un journaliste américain, Daniel Litz, le dark journaliste, il se fait appeler le dark journalist, mais c'est un journaliste d'investigation qui a une chaîne YouTube, énormément de travail et tout ça, qui a bien montré ce qu'il y a derrière cette fausse révélation. Donc, il y a tous les groupes liés à l'ufologie, où la plupart des groupes sont infiltrés par ce qu'on peut appeler le réseau Gladio, les services de renseignement comme la CIA et tout ça. C'est pareil en Europe, hein, en France, en Russie, partout. L'ordre noir et tout, pour à la fois dissuader les chercheurs d'aller au-delà d'un certain seuil et à la fois mettre les gens dans des voies de garage.
no- notamment les voies du sauveur externe et de la fausse invasion. C'est très subtil. Par exemple, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, je parlais à un repas ufologique et j'allais donner une conférence sur la présence reptilienne. Après, que ça plaise ou pas, n'est pas le problème. Libre à chacun de prendre ou de laisser. Mais pendant 1 heure, les organisateurs de ce repas ont focalisé l'attention sur une espèce de lumière dans le ciel qui avait été filmée. Et donc, au bout d'1 heure, les gens perdent leur attention. Tout ça. Et ça, je pense que c'était vrai, je pense que c'était voulu par des tireurs de ficelle pour que l'information, justement, ne sorte pas. Et tous ces groupes agissent un petit peu comme des, comme des magiciens. Ils attirent l'attention sur quelque chose et pour que les gens se détournent de quelque chose, pour que les gens se De détournent la d'autre vérité, quoi, chose. quelque part, ou d'une vérité en tout cas. Oui, en tout cas, je dis pas forcément la vérité, mais de théories qui ne conviennent pas à ce qui tient, à ce qui tient, ces trucs, oui, que les gens se détournent, c'est ça, de la vérité. Par exemple, par exemple, c'est pareil, quand il y avait quand il y avait une conférence qui était organisée à Paris sur un certain événement qui a eu lieu en 2001, euh, c'était interdit de franchir certaines lignes. Fallait parler que de l'événement. Il ne fallait pas parler de lignée Illuminati, pas parler d'armes à énergie dirigée, pas parler de choses comme ça. Il fallait rester dans l'événement. Et cette conférence, c'était une énorme désinformation. En fait, c'était reprendre la théorie officielle, un petit peu l'améliorer pour dire bon, finalement, c'est toujours les mêmes qui sont derrière, mais peut-être que les autorités ont un petit peu laissé faire. C'était pas ça du tout. Ce dont je parle, c'était un rituel satanique avec des armes à énergie dirigée et tenu et organisé à son sommet par des entités non humaines, comme en témoigne le travail du docteur Judy Wood et tout ça. Donc, il y a des Men in Black qui font partie de toute cette nébuleuse qui est liée au réseau Gladio, à l'ordre noir, peu importe comment on l'appelle. Et beaucoup de témoins sont intimidés par cela. Par exemple, dans les années 2000, j'ai connu une dame qui était une contactée, et elle avait parlé de ses expériences plus ou moins publiquement. En tout cas, elle avait parlé de ses expériences dans des repas ufologiques, dans des conférences ufologiques et tout ça. Et après, elle avait constaté qu'elle était suivie par, par des personnes qui faisaient tout pour se montrer. Par exemple, quand elle emmenait ses enfants à l'école, des gens la regardaient avec des jumelles et tout ça. Quand elle était au café, des gens se mettaient délibérément à côté d'elle pour écouter ses conversations alors qu'elle prenait un café avec son mari ou avec ses amis. Les gens se mettaient délibérément à côté. Parfois, les gens lui posaient des questions ouvertement dans des magasins et tout ça sur ce qu'elle pensait des ovnis. Donc, elle a compris qu'elle avait affaire à une sorte d'opération d'intimidation où les gens savaient très bien qu'elle avait des contacts et tout ça, mais cherchaient à l'intimider et cherchaient à lui faire peur. D'autres personnes et beaucoup de personnes qui étudient cette question de l'ufologie et surtout cette question de la présence d'entités non humaines ont reçu des intimidations et ont vécu des phénomènes de type harcèlement au réseau, parce que c'est lié au réseau Gladio, c'est lié au harcèlement au réseau. Jimmy Gueux, par exemple, dans les années 90, avait reçu énormément d'intimidation. Euh, il y a eu des conférences ufologiques qui ont été organisées
aux États-Unis où beaucoup de participants ont reçu des intimidations. Euh, L'hypnothérapeute, par exemple, Dolores Cannon, elle commençait à faire de l'hypnose et elle commençait à comprendre ce qu'il y avait derrière les abductions et tout ça. Elle commençait à comprendre qu'il y avait la main des entités sensibles et qu'il y avait aussi des facteurs humains pour maintenir le secret et qui collaboraient avec tout ça. Et elle a subi énormément de menaces, donc elle a été obligée d'arrêter. C'est pour ça qu'après, elle est tombée dans le New Age et tout ça. Récemment, j'ai reçu des témoignages d'autres personnes qui ont été menacées parce qu'ils menaient une recherche sur les ovnis et sur des domaines qui dérangeaient. Et on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup euh, de surmortalité chez les ufologues et chez les contactés. Par exemple, le décès de John Mack extrêmement suspect, le décès aussi de Jimmy Gueux, extrêmement suspect aussi. Dans un domaine qui n'est pas les ovnis, mais qui est proche, il y a Claire Sévrac et tout ça. Là aussi, c'est des choses extrêmement suspectes. Euh, des personnes même qui ont enquêté sur des crashs d'ovnis ont eu des menaces. Par exemple, un pilote allemand qui enquêtait sur Roswell, le train d'atterrissage de son avion s'est détaché. Et après ça, il a arrêté complètement ses recherches. Donc, ça, c'est, disons, le niveau 5 sens. C'est des gens qui veulent intimider des témoins, des chercheurs en ufologie, mais aussi dans le reste du paranormal et même dans des domaines qui dérangent. C'est lié au réseau Gladio, à l'ordre noir, aux renseignements généraux. C'est vraiment lié au sommet de tout ça. C'est lié littéralement au complexe militaro-industriel, il faudrait dire, l'international nazi qui collabore avec des entités non humaines. Et c'est un aspect des Men in Black. C'est l'aspect 5 sens des Men in Black. C'est lié au harcèlement en réseau, c'est les mêmes procédures, détruire la personne, menacer la personne, parfois avec certaines technologies comme des armes à énergie dirigée et tout ça, et parfois aller jusqu'à rendre malade la personne ou tuer la personne. Donc, il y a ce niveau des Men in Black, mais il y a un autre niveau des Men in Black. Il y a des Men in Black qui sont liés aux entités elles-mêmes, qui n'ont rien à voir avec des services de renseignement, rien à voir avec l'ordre noir, qui sont liés aux entités et qui sont même des entités non humaines. Je vais te donner un exemple. Il y a une dame américaine qui a eu des contacts avec des ovnis. Elle n'en a parlé à personne parce que très peu de gens signalent leurs contacts ovnis parce que de toute manière, quand en France les contacts ovnis sont signalés aux autorités, c'est partout pareil. Ça termine dans des dossiers et c'est débunké. C'est débunké de toute manière parce qu'on sait ce qu'il y a derrière le GEPAN et tout ça. Donc, cette femme n'a absolument pas signalé son contact et pourtant des Men in Black se sont présentés à elle et lui ont dit de se taire. Men in Black très stéréotypé avec le costume noir, la cravate noire et tout ça. Un hypnothérapeute américain, le docteur Herbert Hopkins, qui n'a rien à voir avec Bob Hopkins du reste, euh, travaillé justement sur l'hypnose régressive dans les années 70 pour récupérer les souvenirs des témoins d'abduction. Et d'ailleurs, on voit le jeu sur les noms de la part de ces entités. On voit que tout est chorégraphié par les entités. Que ça soit au niveau des témoins et au niveau des chercheurs, il y a le jeu sur les noms. Herbert Hopkins faisait des régressions hypnotiques sur des abductés. Bud Hopkins, qui est devenu extrêmement célèbre dans les années 80 et 90, faisait des régressions hypnotiques sur les abductés. Or, Hopkins, c'est un nom qui est
relativement fréquent, mais pas si fréquent que ça, et qu'il y ait deux Hopkins qui soient dans l'ufologie, dans le même domaine, c'est pas un hasard. En tout cas, dans mon monde, le hasard n'existe pas. Toujours est-il que Herbert Hopkins, des Men in Black se présentent à lui et ils savent exactement tout ce qu'il fait comme travail et tout. Et il les sent absolument pas naturels. Et il y a un Men in Black qui lui dit, mais tu as quelque chose dans ta poche, tu as une pièce dans ta poche. Et il regarde dans sa poche, il sait même pas qu'il a une pièce, et il a une pièce. Il lui dit, donne-moi ta pièce. Le Man in Black lui il donne la pièce au Man in Black, et le Man in Black dissout la pièce dans sa main. Il lui dit, c'est ce qui arrivera à ton cœur si tu ne, c'est ce qui arrivera à ton cœur si tu n'arrêtes pas tes recherches. Donc ça, c'est bien au-delà des renseignements généraux. On voit bien qu'il y a l'intervention d'une entité physique. Et les Men in Black, ben, on les retrouve un petit peu partout. Même des gens qui avaient des visites, qui avaient des rencontres avec des fées, des elfes, des esprits de la nature, qui sont très souvent des entités sans âme, des entités non humaines, qui modifient leur aspect pour paraître différentes qu'elles sont. Après, ils avaient des visites d'entités habillées en noir, avec des capes noires et tout ça. Donc, les Men in Black, qui sont liés aux entités, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Ce sont des entités qui sont physiques, qui peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité. Et c'est lié au phénomène, alors ça c'est très important, des entités aux yeux noirs. Par exemple, par exemple, il y a un couple d'Américains qui était chez eux une soirée où il neige. Alors ça, je peux avoir quelques imprécisions parce que c'est un cas que je me rappelle de mémoire, donc pardonnez si je fais quelques erreurs factuelles, mais la base de l'histoire est juste. C'est un couple américain, ils sont chez eux, dans une petite ville rurale des États-Unis, histoire absolument authentique, hein, je tiens à préciser. Et un soir, alors qu'il y a un blizzard, une tempête de neige terrible, quelqu'un frappe à leur porte. Ça se passe dans les années 2010, 2000, 2010, donc c'est très récent, hein. C'est pas des cas anciens. Et là, ils voient deux enfants d'une douzaine d'années qui frappent à leur porte et qui leur demandent, est-ce que vous pouvez nous laisser entrer pour qu'on puisse appeler nos parents? Donc, là, déjà, on voit que, comme les vampires, les entités demandent le consentement pour rentrer. Donc, donc la dame fait rentrer ses, ses enfants, entre guillemets, chez elle, et bien gentiment, elle leur propose un chocolat chaud. Les enfants attendent dans le salon avec le mari qui, qui leur donne le téléphone et tout ça pour qu'ils appellent, ou un téléphone portable pour qu'ils appellent leurs parents. Et la dame prépare son chocolat chaud. Couple âgé qui a eu des enfants, des gens de bien qui cherchaient à aider. Quand la dame apporte le chocolat aux enfants, le mari est comme ça, la tête complètement baissée et tout ça, complètement amorphe. Et là, elle regarde les enfants, elle a une sensation de malaise. Elle a eu d'ailleurs tout le temps une sensation de malaise. Elle les regarde dans les yeux sont totalement noirs. Je ne parle pas de l'iris qui est noir, les yeux sont noirs, noirs, noirs. Donc là, elle commence vraiment à paniquer et tout ça. Elle se pose la question, est-ce que je les mets dehors? Et tout ça, elle décide finalement de ne pas les mettre dehors, mais elle a de plus en plus peur. Le mari est amorphe. Et ensuite, il y a une voiture qui arrive, une Cadillac noire qui arrive, et là, deux Men in Black sortent de la Cadillac
noirs et les enfants disent, nos parents sont arrivés et ils repartent avec les Men in Black. Quelque temps après, cette femme et son mari tombent malades d'un cancer foudroyant et un des deux est décédé. Et c'est une histoire absolument véridique. Donc on voit une connexion entre les Men in Black et les entités aux yeux noirs. D'ailleurs, il n'y a pas que des Men in Black, il y a aussi des Women in Black, des femmes en noir. Ces entités, beaucoup de gens en parlent comme des Men in Black et tout ça, mais il y a aussi des femmes en noir, comme l'a expliqué l'écrivain Nick Redfern. Et ces, ces Men in Black, on les retrouve un petit peu partout quand il y a des vagues d'apparitions d'ovnis, quand il y a des vagues de phénomènes paranormaux. Par exemple, par exemple, quand il y a eu les apparitions de Mothman en Virginie occidentale dans les années 60, apparitions qui se sont terminées par l'effondrement d'un pont, et c'est la prophétie des ombres du reste. Le film est basé sur ces faits réels, donc ces apparitions sont liées à des entités sans âme qui ont pris la forme d'hommes en noir et qui ont orchestré toute cette catastrophe pour générer un climat de peur et se nourrir de la mort de ses victimes. Toujours est-il que pendant ces vagues d'apparitions d'hommes phalènes, de Mothman, euh, qui a duré pendant 13 mois, donc toujours le chiffre 13, avant le crash, là, que le pont ne s'effondre, les journalistes locaux étaient visités par une entité qui se faisait appeler Monsieur Apple et qui était extrêmement petite, d'aspect oriental, avec des doigts très très longs et crochus, et qui semblait fasciné par les stylos des journalistes et tout ça, et qui leur posait des questions vraiment stupides et tout ça. Plusieurs témoins ont vu cette entité, dont Mary Hyre, la journaliste locale qui avait collaboré avec John Keel, qui enquêtait sur ces apparitions. Et John Keel en a conclu que cette entité était une entité non humaine qui faisait un espèce de jeu pervers avec les journalistes et tout ça. Et pourquoi je parle de cette entité en tant que Men in Black? Parce que beaucoup de Men in Black ont cet aspect de doigts extrêmement longs, un aspect oriental, une peau relativement mate, et ils posent très souvent des questions bizarres et ils ne sont pas habitués aux coutumes terrestres. Et quand on connaît le jeu de ces entités, on voit très clairement que c'est une espèce de moquerie de la part de ces entités. Et les Men in Black, pour moi, c'est des entités sans âme qui jouent avec les témoins et avec les chercheurs de vérité. Quand on parle de Men in Black, qui sont liés aux entités sans âme. Et elles, elles semblent jouer avec les peurs des chercheurs, les peurs des témoins, pour se nourrir de ça. Nick Redfern, par exemple, il a écrit un livre sur les Men in Black et sur les Women in Black, parce que il y a des entités qui ont des aspects d'hommes, d'autres des aspects de femmes, et lui-même a été témoin d'entités de type Men in Black quand il écrivait ses livres. Pourtant, personne, à part son éditrice, n'était au courant. Et c'est pas son éditrice qui va s'amuser à faire des blagues à Nick, à Nick Redfern et tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un aspect paranormal. On voit bien que c'est des entités qui sont là pour surveiller, pour harceler, pour jouer avec les personnes qui font des recherches. Beaucoup de gens qui étudient aussi l'assassinat de Kennedy sont ciblés par des entités de type Men in Black, même à l'heure actuelle. Pourtant, c'est des gens qui ne parlent même pas de leur passion pour l'assassinat de Kennedy, mais ils sont quand même ciblés par ces entités de type Men in Black. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va bien au-delà
des services de renseignement bien au-delà du réseau Gladio, même s'il y a une composante qui est liée aux entités non humaines. C'est comme si les entités jouent avec les croyances d'une personne pour faire peur à la personne, pour prendre son énergie, pour jouer avec elle. Et quand je dis croyance, c'est pas dans le terme péjoratif. Il joue avec même l'esprit de la personne. Si la personne s'intéresse à Kennedy, ils vont jouer avec ça pour vampiriser la personne, pour faire peur, pour faire peur à la personne. Cette dame, cette dame qui était contactée, quand elle a, quand elle a compris que les repas ufologiques, les manifestations ufologiques et tout ça étaient infiltrés, elle a cessé totalement de parler de ses contacts. Et elle en parlait vraiment qu'aux personnes extrêmement proches d'elle, à sa famille, à ses amis et tout ça. Donc vraiment qu'à des proches. Et malgré cela, parfois elle avait des contacts, des phénomènes d'abduction. Elle en parlait à personne et quelques heures après, une fois, elle a eu donc un phénomène d'abduction où elle a vu une entité à proximité de son lit, avec très certainement un missing time. Et après, elle va l'après-midi prendre un café avec son mari parce que quand il y a un phénomène comme ça, c'est très difficile pour toute la famille et tout. Donc, elle prend un café avec son mari. Et là, il y a des gens qui sont assis en face d'elle et qui lui font une espèce de théâtre de rue, qui commencent à se comporter très bizarrement, à la regarder, lui faire des sourires et tout ça. Et elle regarde ces personnes et elle voit qu'ils ont tous le même aspect. Donc elle se dit, mais c'est des clones et ils bougeaient de manière synchronisée. Donc elle se dit, mais c'est des clones. Et ça, c'est typique de manifestations de type Men in Black. Après, elle est partie, les clones sont partis, elle n'a plus rien eu. Mais c'était clairement les entités qui étaient là pour jouer avec elle, pour l'intimider, parce que les entités jouent avec, jouent avec les témoins. Donc, ces espèces de Men in Black paranormaux, certains d'entre eux sont des entités sans âme qui se font passer pour des Men in Black. D'autres peuvent être des hybrides parce que des hybrides issus des programmes d'abduction qui sont d'ailleurs impliqués aussi dans le gang stalking. D'autres peuvent être ce qu'on peut appeler des clones et tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en présence de ces Men in Black paranormaux, il y a beaucoup de phénomènes de dilatation du temps, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation de la réalité et tout ça. Donc un jour, et ça c'est une expérience personnelle, je faisais, je faisais une visite du Paris ésotérique avec une médium et un groupe de personnes. On va dans une rue qui était habitée par un ancien président dont je tairai le nom. Et la médium ne savait même pas que cette rue était habitée par un ancien président. Quand elle arrive dans cette rue, elle dit, mais il y a des souterrains ici, il y a des souterrains ici, je sens que le sang coule, je sens que le sang coule et tout ça, enfin des trucs, je rentrerai pas dans les détails. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée dans le passé. Elle percevait, disons, le passé. Et elle voyait des charrettes, des charrettes qui passaient, des carrosses qui passaient. Et elle disait, donc, elle était vraiment entre deux réalités. Et elle disait qu'elle percevait un carrosse qui s'arrêtait à proximité d'où était le groupe et qu'il y avait des entités avec des capes noires, donc référence aux Men in Black, qui regardaient le groupe, mais qui étaient
300 ou 400 ans dans le passé. En fait, elle a capté l'information du passé, ce qui est logique puisque passé, présent et futur sont simultanés, le temps n'existe pas. On a d'ailleurs fait une émission sur le temps et elle captait cette information du passé et elle voyait que le groupe du 21e siècle était surveillé par des entités qui avaient une cape noire qui était présent dans le Paris du 16e ou du 17e ou 18e siècle. Donc, et pour moi, ça, c'est des Men in Black, toujours ce jeu avec la couleur noire, parce que c'est un jeu. Et elle dit, moi, ce que je ressens, c'est que ces entités surveillent ce qu'on dit. Elles surveillent ce qu'on dit, elles sont au-delà du temps. Et effectivement, si cette réalité est une simulation et que le temps a été créé par des entités non humaines, elles seront au-delà du temps. C'est comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, le joueur ou le créateur du jeu vidéo est au-delà du temps. Dans le jeu vidéo, elles ont une autre perspective du temps. Donc, tout ça montre que le phénomène des Men in Black, c'est quelque chose qui est aussi lié au temps. Par exemple, certains Men in Black se sont présentés comme des voyageurs du temps. Et c'est vrai que les entités voyagent dans le temps. Et les Men in Black sont très souvent habillés de noir, mais pas seulement. Mais la plupart du temps, ils sont habillés de noir. Et et on peut les rapprocher d'autres phénomènes paranormaux qui sont liés aux entités sans âme. Par exemple, très souvent, les Men in Black vont porter des chapeaux de type fedora, les chapeaux de mafieux. C'est pas obligatoire, mais très souvent. Et il y a des entités des ondes qui s'appellent les Hatman, l'ombre au chapeau, qui sont vues par de nombreuses personnes, des entités qui vampirisent et qui tuent. D'ailleurs, même Jerry Marzinski a fait une enquête sur ce genre d'entités qui portent le même chapeau que les Men in Black, sauf que c'est des entités des ombres. Donc je pense que Men in Black, entité des ombres, entité sans âme, c'est les mêmes entités qui jouent un espèce de jeu avec, le témoin d'OVNI, ou plus généralement le témoin ou le chercheur de phénomènes paranormaux. Donc, 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 voilà ce que je peux dire sur ça. Et il y a énormément d'autres choses qu'on peut ajouter, par exemple l'aspect jeu et tout ça. Mais est-ce que tu as des questions déjà par rapport à ça ou des choses comme ça? Parce que je suis allé assez vite, donc Ah non, non, c'est toujours très complet, hein, mon cher Paul, comme d'habitude. Est-ce qu'on pourrait un petit peu, je crois que, bon, moi j'ai compris une chose, en tout cas, ce sont des gardiens de l'information, des gardiens de ce grand théâtre dans lequel on vit, de ce grand cirque dans lequel on vit, et ils veulent effectivement, on l'a compris, euh, comment dire, absolument interdire toute recherche sur les coulisses, on va dire ça comme ça, hein, sur les coulisses exactement. du monde dans lequel on est, de cette illusion dans lequel on est. Est-ce que ce serait un petit peu comparable à effectivement l'agent Smith, éventuellement de Matrix, ou est-ce que, je sais pas si tu as une référence par rapport à ça, ou... Ben, quelque part, oui, parce que ces Men in Black, ils semblent être alors, les Men in Black de type réseau Gladio et tout ça, ça c'est encore autre chose. C'est très souvent des psychopathes, des portails organiques et tout ça, parce que les gens qui participent à ça, c'est très clairement, il faut être psychopathique pour participer à des trucs, il faut être psychopathique pour participer à des trucs comme ça, mais beaucoup de Men in Black peuvent être ou des entités non humaines qui modifient leur apparence par leur technologie pour prendre l'aspect de Men in Black, ça c'est une chose. Ou alors, ces Men in Black peuvent être des projections holographiques projetées dans cette réalité par les entités non humaines. C'est des personnages synthétiques parce que les entités non humaines peuvent jouer comme ça et projeter des personnages synthétiques dans cette réalité. Et ça, c'est lié à l'effet Mandela, c'est lié, c'est lié à beaucoup de choses comme ça. Alors,
pourquoi des témoins d'OVNI ont des Men in Black, des témoins de phénomènes paranormaux ont des visites de Men in Black et d'autres n'en ont pas. Je me suis souvent posé la question et j'arrive à l'hypothèse que je vais développer plus longuement dans un livre qui, j'espère, sortira à la rentrée, que, ou autour de septembre, octobre, que, en fait, les entités sans âme, au-delà d'un plan très précis, donc qui est le transhumanisme, la mise en place des interunivers ou le phagocytage de nos âmes, au-delà de ce plan très précis, elles jouent avec nous. On est des espèces de pions pour ces entités. Elles jouent avec nous, elles jouent avec nous des espèces de loterie. Et par exemple, pourquoi certains témoins ne sont pas ciblés par des Men in Black, d'autres sont ciblés, d'autres vont même tomber malades ou mourir parce qu'il y a une loterie. Et en fonction du tirage des entités, des personnes sont simplement surveillées, d'autres vont être suivis, harcelés par des entités, parfois aussi par le réseau Gladio. D'autres d'autres vont avoir un autre tirage, vont être carrément rendus malades par ces entités, par les pensées intrusives, par des attaques physiques de la part de ces entités. Et d'autres personnes, malheureusement, vont être tuées par ces entités en fonction du tirage, parce que beaucoup de personnes vont tomber malades suite à des contacts et à des abductions. On le voit avec des médiums qui pensent être en contact avec des décédés, qui sont en contact avec des entités sans âme et qui, dans certains cas, vont développer des maladies chroniques, des cancers, voire mourir. C'est pareil avec beaucoup de channels. Il faut voir l'état de santé de certains channels qui sont en contact avec des entités de la fausse lumière. Et c'est aussi beaucoup de contactés et d'adductés vont tomber malades. Ça porte le nom de syndrome du contacté qui a été découvert par John Keel. Et ça peut être lié à des armes à énergie dirigée et tout ça, qui sont liés donc à des réseaux comme le réseau Gladio et tout ça. Mais quand le contacté ne parle pas, ne dit rien, c'est lié aux entités elles-mêmes. Et pourquoi elles rendent malades les contactés? Parce qu'elles jouent, elles se nourrissent de la souffrance. C'est un espèce de jeu pervers, de jeu abominable, de jeu pervers. Et les entités sans âme font partie de ce jeu. Les Men in Black font partie, je pense, de ce jeu. Mais c'est tout à fait ça. Il joue vraiment avec nos pieds, hein, pour rester poli. Et puis, et je pense que voilà, bah, quelque part ceux qui les rencontrent directement sont en gros à la fois et privilégiés et à la fois en fait condamnés parce que enfin, quand je dis privilège, c'est un grand mot. Ça veut dire qu'en fait ils ne passent plus par des humains, par des groupuscules comme tu as cité un petit peu au début avec la conférence de 2001 notamment. Ou le Buffon et compagnie, où ils vont pas être, on va pas les intimider par courrier. Je veux dire, voilà, c'est ça. Il y a toujours cette phase-là aussi bien sûr, très, très matériel, très factuel, où ces gens-là sont payés pour par le gouvernement de l'invisible. Et puis, il y a carrément, en partie, les soldats du gouvernement de l'invisible qui vont être envoyés finalement à la personne. Je pense que c'est des chercheurs qui vont parfois un peu trop loin, je pense, un peu encore plus loin, peut-être que d'autres personnes n'iraient. Et encore une fois, on sait très bien qu'il y a un agenda global dans tout ça. Et qu'en fait, en gros, bah, on le sait hein, par le passé, il y a quelques-uns qui ont été quand même mis de côté, pour ne pas dire assassinés, notamment à certains humoristes qui ont été peut-être un petit peu trop loin, hein, que ce soit en Mhm. France ou que ce soit en Amérique, pour ceux qui ont les refs, et puis des gens comme ça qui pourraient perturber un peu ce fameux agenda dans lequel eux, par contre, ont été un petit peu trop loin, un petit peu trop en avance sur leur temps, c'est le cas de dire, sur le temps de l'agenda plutôt, j'aurais dire, hein. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, dès qu'ils découvrent des choses qui ne doivent pas être mises en avant, eh bien, vont être de toute façon éliminés, ou en tout cas, où l'accident, disons, va être plutôt mis en place comme scénario probable et tout à fait officiel, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, c'est quand même complexe. On est encore une fois, malheureusement, dans un monde où c'est ce qu'on disait un petit peu en off, hein, mon cher Paul.
où la science-fiction, chez certaines personnes, et la réalité est assez, comment est-ce que je veux dire, est assez séparée, pour ne pas dire proche, parce que proche, c'est ceux qui ont compris que finalement, la fiction rejoint la réalité. Ceux qui n'ont pas compris ça, ben voilà, il y a les films, il y a les racontages, il y a les histoires, et puis Bah, beaucoup de science-fiction, c'est de la programmation prédictive, prédictive, c'est ça. Ouais. et après, il y a des égrégores aussi, des égrégores qui se matérialisent, qui prennent vie. Beaucoup de personnes qui vont être des réalisateurs de films vont faire partie de sociétés secrètes qui vont leur dicter dans leurs films les plans des entités pour qu'il y ait cette espèce de consentement, ou au moins pour reprogrammer les masses à créer le canevas de réalité. Pour ça, d'autres personnes vont être inspirées directement par les entités non humaines qui jouent toujours avec nos croyances, qui jouent à se révéler, à la fois se montrer, mais qu'à moitié, tout ça, tout en cachant leur véritable identité, leur véritable motif. Et pour la véritable identité de ces entités, il faut toujours en revenir aux sociétés traditionnelles, par exemple aux chamans et tout ça, aux premiers chrétiens qui parlaient de démons, aux musulmans, aux premiers musulmans qui parlaient de djinns et tout ça. Et c'est ça, les reptiliens et tout ça. C'est des démons, des djinns, peu importe comment on les appelle. C'est des créatures qui sont physiques, qui viennent des interunivers, mais qui viennent d'un monde, d'une dimension autre que la nôtre, qui peuvent se matérialiser physiquement dans cette réalité et enlever des gens physiquement pour les amener dans les interunivers, comme c'est le cas d'abduction, mais qui peuvent aussi se matérialiser au niveau du plan astral et qui peuvent s'inclure dans la réalité, manipuler la réalité et manipuler nos pensées, d'où le phénomène des pensées intrusives et tout ça. Voilà, exactement. Et avec les technologies pour monsieur, madame, tout le monde, enfin pour ceux qui ont le pognon, les casques virtuels. D'ailleurs, Sony a récemment s'est écarté du cartel du milieu de la réalité virtuelle, en tout cas pour l'instant. Là où Apple a sorti son casque virtuel, de réalité virtuelle ou augmentée, on devrait dire plutôt. Donc tout ça est quand même, tu sais, cette fameuse nomenclature, métavers, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais encore une fois, il y a toujours voilà, cette volonté de nous inclure dans quelque chose qui finalement est totalement virtuel. Et en somme, c'est ça, hein. Ils sont en train de nous le mettre en plein milieu du nez. Le nez dans le caca, comme on dit, c'est vraiment pour dire, voilà, ben, en fait, vous y êtes dans le virtuel, en gros. Vous n'avez pas besoin de tout ça, vous y êtes, quoi. Mais voilà, pour que finalement tout soit ça accepté au fur et à mesure, pour que les gens trouvent ça banal. Et la banalité, mon Dieu, c'est un des pires ennemis qui existe pour la pensée finalement de l'humanité, c'est que tout devient banal, donc tout devient finalement normal. Le nouveau normal s'installe au fur et à mesure, et les gens n'ont plus aucune notion de ce qui est grave ou pas. Et voilà, ça devient normal en fait. En gros, la normale de hier devient le normal de demain. Oui, mais pas pour le bien, malheureusement. Et voilà, c'est ça l'acceptation de tous ces sujets finalement. Qui sait, un jour on ira peut-être boire un verre avec un Man in Black, hein, non, je rigole, mais enfin bref. Mais Ben, ouais, c'est- de toute manière, et là ça va paraître encore fou, mais j'ai parlé à une dame, donc Madame X, dont je relate l'expérience dans, dans le livre Les marionnettistes derrière le rideau qu'on a sorti en 2020, en 2021. Et cette Madame X a passé un an dans une timeline qui avait à peu près 30 ans d'avance sur nous, le transhumanisme et tout ça était déjà mis en place. Et elle disait que les entités non humaines s'étaient déjà intégrées à la société, que des entités reptiliennes marchaient parmi les gens comme si de rien n'était. Et par d'autres méthodes via les témoignages d'abductés, David Jacobs arrive à la même conclusion, même s'il est beaucoup plus frileux et tout ça, il arrive à la même conclusion. Il marche parmi nous. voilà, donc c'est ça. Donc de toute façon, c'est certain. On en croise certains
Si on fait un peu attention, alors bon, c'est un peu compliqué encore une fois de définir tout ça, mais on a fait d'ailleurs justement cette émission, ces émissions que je vous conseille, mes chers auditeurs, avec Paul sur justement les pensées intrusives dont tu as un petit peu justement parlé dans cette vidéo aussi, et justement dans les personnes non humaines, les PNJ aussi tout récemment, juste un petit peu avant l'été. Et donc voilà, en tout cas c'était vraiment passionnant. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter notamment quelque chose. Est-ce que tu as un événement là comme ça à me dire pour le mois de septembre? Est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer ou pour toi, hein, je veux dire pour ton actualité? Alors, écoute Alexis, pour le mois de septembre, euh, le premier samedi de septembre, Le premier samedi de septembre, ce sera le 7, et c'est-à-dire dans 6 jours, parce que en fait, dans 6 jours, pour le temps où vous regardez cette interview qui, elle, sort donc le 1er septembre, hein, date à laquelle on est aujourd'hui. Donc dans 6 jours exactement, Paul, mon cher Paul. donc le samedi 7 septembre, j'organise une conférence donc au café au café d'Orléans, Paris 14e, conférence qui dure 6 heures sur un thème que je n'ai pas encore déterminé, mais qui sera, comme toutes les conférences, un thème inédit. Donc, si ça vous intéresse, ben, Alexis mettra le lien vers la conférence en Il dessous y, de il ce y est déjà déjà. podcast. Il y est déjà, voilà. Bon, ben, c'est vraiment parfait. Donc, n'hésitez pas à venir et sachez que le dimanche 8 septembre, j'organise une visite guidée du Paris ésotérique. Donc, Ah, ça sera de 14 heures à 19 heures. Donc, tu mettras le lien aussi si tu le veux bien. Et ça sera une visite guidée vraiment très, très intéressante où non seulement on parlera de symboles et tout ça, mais aussi où je raconterai des anecdotes par rapport à cette présence non humaine, par rapport à des phénomènes paranormaux et tout ça, et où j'aborderai certaines de mes réflexions les plus récentes sur tous ces phénomènes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. en espérant que d'ici là, mon cher Paul, vos cages, les cages qui servent pour l'instant, soi-disant pour les Jeux Olympiques et la sécurité des peuples, puissent être enfin retirées et que vous puissiez circuler quand même tranquillement. Enfin voilà. De toute façon, comme tu dis, toi tu as un parcours et puis tu sais où tu dois passer, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Oui, tout est fait. De Voilà. toute façon, je regarde, je vérifie avant et tout, Voilà. donc il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Mais en tout cas, grand merci, Paul, vraiment pour un sujet qui me tient à cœur, hein, les hommes en noir, hein, si on le traduit. Les Men in Black, effectivement, qui est un sujet, ben, comme je le disais en introduction, à la fois connu, ben, alors pour certains par le film ici, et pour d'autres, tout ce qui est en ufologie, effectivement, les hommes en noir font partie clairement du décor ufologique. Et pas que. C'est ce qu'on vient de voir justement dans cette émission. C'était fort, fort intéressant. Grand merci, Paul. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez appris quelque chose et j'en suis certain. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, en tout cas. Donc, je mettrai de toute façon les liens. Les liens sont ici en bas pour assister à la conférence de Paul et puis ainsi qu'à la visite de Paris ésotérique, on va dire symbolique. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés, en tout cas, pour cette première émission. La semaine prochaine, eh bien, écoutez, ma foi, je ne sais pas encore ici au mois d'août si ce sera une interview ou une émission qui va devenir de plus en plus courante sur la chaîne, comme je vous l'avais. Je vais recommencer. Donc, en tout cas, grand merci de nous avoir écoutés. Je mettrai de toute façon tous les liens concernant Paul, bien entendu, sa librairie, son site, bien entendu, sa chaîne YouTube également, très important, qui vient d'ailleurs de passer les 10 000 abonnés. Donc, félicitations à toi, Paul. Et surtout, les liens, notamment, pour assister à la conférence le samedi et le dimanche, la fameuse visite donc, de Paris ésotérique symbolique. Voilà. Et donc, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez appris des choses également. Moi, j'ai appris beaucoup de choses.
choses dans cette émission encore une fois. C'était vraiment, vraiment intéressant et donc voilà, moi, de toute façon, la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera une interview ou si ce sera une émission qui va devenir un peu plus classique dans un nouveau format, hein, dont je vous parlais dans le bilan 2024, 2023, 2024. Voilà, de toute façon, d'ici là, on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir vraiment suivi cette vidéo jusqu'au bout. Paul, on se dit à bientôt. C'est quand tu veux sur la chaîne. Tu es le bienvenu, comme tu le sais. Eh ben, écoute, merci Alexis, c'est super gentil. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie également. Merci aussi à nos auditeurs respectifs. Et en tout cas, passez une bonne semaine d'ici là. Gros bisous à tous. N'hésitez pas à parler des sorties du réel autour de vous, de vous abonner, de commenter, de liker cette chaîne, comme vous le savez à chaque fois. Et vous pouvez aussi faire des dons, soutenir la chaîne, bien entendu, via les liens qui sont également dans la description. De gros bisous d'ici là. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.